Vous avez devant vous Augustin Berg, né le 6 septembre 1942 à Rabat, Maroc. Comme on est en 2019, ça fait que j'ai 77 ans, qui est un âge particulier au Japon, qui porte l'année 77 a un nom particulier, c'est Kiju. Kiju qui s'écrit avec deux sinogrammes, dont l'un, le premier, veut dire la joie, et le second veut dire la longévité. Donc ça veut dire la joyeuse longévité. Et pourquoi ? C'est parce que le premier caractère, quand on l'écrit en abrégé, on l'écrit avec 7 fois le caractère 7. 7, 7, 7. Sti, sti, sti. Alors, ça fait... il y a un 7 de trop quand même, parce que 77, il n'y en a que 2. Il y a une interprétation maligne aussi, c'est de dire que vous êtes tombé, vous êtes devenu imbécile heureux. Heureux à cause du premier caractère et imbécile à cause de 77 ans. Ce que je ne souhaite à personne, et d'abord pas à moi. Donc, je dois me présenter un petit peu à partir de mes premières années. Je les ai vécues au Maroc. Je suis né à Rabat, donc. Mon père était administrateur, ce qu'on appelait du temps du protectorat un contrôleur civil, c'est-à-dire pas militaire. Jacques Berg, qui lui était arabisant, il a terminé sa carrière. Après la fin du protectorat, il a terminé sa carrière au Collège de France et il avait une chaire d'histoire sociale de l'islam contemporain. Son père, à lui, était un administrateur des affaires indigènes en Algérie, donc aussi un haut fonctionnaire. Et mon arrière-grand-père, lui, était officier vétérinaire du temps où il y avait beaucoup de chevaux dans l'armée, et il est mort au Tonkin. Ceci pour dire qu'il y a dans ma famille une tradition de ce qu'on appelait en Allemagne du temps de romantisme, Drang nach Osten, de la poussée vers l'Est, ou vers l'Orient plutôt. Vous voyez, mort au Tonkin, gouverneur de... Enfin, je ne sais plus quel était le titre exact, mais bref, administré les indigènes en Algérie, contrôleurs civils au Maroc, arabisants. J'ai ressenti, quand le temps est venu d'aller à l'université, qu'il fallait aller un peu plus à l'est que mon père. Comme disait, alors, dans l'Empire britannique, il y avait l'expression « à l'est d'Aden ». Mon père, en tant qu'arabisant, c'était à peu près jusqu'à Aden. Donc le fils se devait d'aller à l'est d'Aden. C'est une des raisons. Une autre raison qui m'a fait devenir orientaliste, parce que j'ai oublié de dire, je suis géographe et orientaliste. Je dirai tout à l'heure pourquoi j'ai fait de la géographie, ça viendra. Mais finalement, ça a été plus important d'être orientaliste parce que c'est ça qui m'a fait découvrir des choses que je n'aurais jamais découvertes si j'étais resté géographe centré sur la France ou sur l'Occident. Ce qui m'y a entraîné, c'est un cadeau de ma grand-mère maternelle qui, quand j'étais ado, m'a fait présent pour Noël d'un livre de René Grousset sur les traces du Bouddha. Et ça raconte l'histoire de Xuanzang, qui était un moine bouddhiste du 7e siècle dans l'Empire chinois, qui a entrepris d'aller étudier les classiques du bouddhisme en Inde, ce qui lui a fait traverser les déserts de l'Ouest
qu'on appelle aujourd'hui le Xinjiang, le Turkestan chinois, passé le Karakorum, l'école à 5000, passé 20 ans en Inde, et revenu à Chang'an, la capitale de la Chine sous l'empire Tang. Il a passé le reste de sa vie à les traduire, ces classiques chinois. Et l'itinéraire qu'il avait suivi, c'est ce qu'on a appelé plus tard, ce qu'un géographe allemand qui s'appelait Richthofen a appelé les routes de la soie. C'est les itinéraires qui traversaient les déserts d'oasis en oasis, les oasis qui suivent le piémont de deux énormes chaînes de montagnes, le Kunlun au sud, qui borde le Tibet au nord, et il y a une cuvette qui est occupée par le désert du Taklamakan, un abominable désert. Et au nord de cette cuvette, le Tian Shan, les monts du ciel. Donc, il y a deux routes principales. Et ça m'avait fait rêver. Donc, devenu étudiant, en même temps que je faisais de la géographie, j'ai fait du chinois au Langzhou. Ce qui était en plus un bon exercice parce qu'il me fallait courir de l'Institut de géographie au Langzhou en traversant tout le quartier latin plusieurs fois par semaine à toute vitesse. C'est ce qui fait un étudiant occupé. Mais alors, ça, c'est donc, j'avais déjà, j'étais l'âge d'être étudiant. Mais auparavant, donc, il y a eu cette enfance passée au Maroc. J'ai quitté le Maroc quand j'avais 11 ans. Bien sûr, on allait en France de temps à autre. La famille côté paternel est issue des Landes, et côté maternel du Limousin. Mais les liens avec les Landes ont été beaucoup plus forts qu'avec le Limousin. Par exemple, j'ai encore une sœur et deux frères qui habitent dans les Landes. Le village d'où la famille est issue, c'est Saint-Julien-en-Borne. Saint-Julien-en-Borne. Voilà, donc j'ai deux frères qui habitent encore à Saint-Julien. Et ils sont jumeaux, ils habitent ensemble. Ils habitent en Lorre, ils sont septuagénaires aujourd'hui. Ils ont fini leur vie ensemble. Ils ont couru le monde chacun de son côté pendant de nombreuses années, mais puis finalement, des jumeaux, ça ne se sépare pas. Ils se sont retrouvés plus tard. Et une sœur dans un village voisin qui s'appelle Lynx. Voilà, donc on allait de temps à autre dans les Landes pendant les vacances, mais l'essentiel se passait au Maroc. Et les années principales dans la vie d'un enfant, c'est-à-dire entre 5 et 11 ans, donc dans mon cas, se sont passées au pied de l'Atlas, dans le sud, au sud de Marrakech, un endroit qui s'appelle Imin Tanout, ce qui veut dire la petite source, ou le petit puits, le petit point d'eau. Imin, ça veut dire petit, et Tanout, ça veut dire ça, source. Et effectivement, c'est au débouché, par une cluse, comme on dit en géographie, d'un oued, dit Asif en berbère, qui porte le nom d'Ibn Tanout lui aussi. Et là, donc, entre 5 et 11 ans, les années qui vous marquent surtout, je les ai passées là. Et j'allais à l'école, dans une école que mon père a fondée. Quand il a été nommé là, je raconterai peut-être, j'aurai le temps de dire pourquoi il a été nommé là. Il n'y avait pas d'école quand il est arrivé. Il a ouvert une école en distrayant un des locaux de la prison. Parce qu'il y avait une prison, il n'y avait pas d'école. Donc, la première et unique salle de classe où je suis allé avec ma sœur aînée et puis d'autres enfants dans cette école qui, au départ, enfin tout le temps que j'y suis allé, elle s'appelait École musulmane de garçons. Mais il y avait des non-musulmans tels que moi, il y avait des filles telles que ma sœur et d'autres. Voilà. Et on a eu l'occasion d'y retourner plus tard. Évidemment, elle a beaucoup grandi depuis. C'est devenu un collège un peu changé. Mais c'est un souvenir
Non, il faut que j'embraye quand même sur la raison pour laquelle mon père y a été nommé. Jusque-là, il travaillait à l'administration centrale du protectorat à Rabat. Et à la fin de la guerre, quand il a commencé à y avoir des troubles dans l'Afrique du Nord, en particulier en Algérie, il y a eu ce qu'on appelait ce qui a donné lieu au massacre de Sétif. Il a commencé à bouger aussi, à chauffer au Maroc. L'administration lui avait demandé un rapport sur que faire au Maroc, comment administrer dans ces conditions-là, et désormais. Et dans ce rapport officiel, il a employé un imparfait du subjonctif qui est resté dans l'histoire, texto, parce que le thème général, c'était l'ordre au Maroc. L'ordre au Maroc serait que nous n'y fussions pas en 1946. Il a été limogé. Alors au Maroc, ça veut dire on l'a envoyé sur les confins du Sud, qui jusque-là étaient zone militaire, jusque-là c'était administré par des militaires, mais on l'a civilisé pour lui. Civilisé, c'est-à-dire qu'on l'a fait passer à l'administration civile. Et il en a profité pour faire sa thèse, ce qui fait que, quand ça a vraiment tourné mal au Maroc, il a quitté le protectorat. Et après un épisode en Égypte, à l'UNESCO, pendant 2 ans, il a été nommé au Collège de France. Donc ça, c'est le retournement de carrière. Mais pendant ce temps-là, donc, il a fait sa thèse, Structure sociale du Haut-Atlas. Là, je vais vous raconter un épisode. Il faut que je raconte quelques anecdotes, n'est-ce pas? Ça met du piment. En 1988, c'est-à-dire longtemps après, puisqu'on avait quitté le Maroc en 1953, longtemps après, je reviens sur les lieux, et comme je n'étais pas revenu pendant 30 ans, je photographiais tout. Et en particulier, je photographiais les bureaux de l'administration, enfin du dehors bien sûr, où mon père avait travaillé. Et alors, l'homme rasé, c'est-à-dire le flic, il m'alpague. Il ne faut pas photographier, il m'a pris pour un espion. Donc j'ai été traduit séance tenante devant le caïd, parce qu'il n'y avait pas le pacha qui était en tournée, le caïd. Bon, alors j'explique pourquoi j'étais là et ce que je faisais. Et alors il me montre un livre, il avait son bureau, puis une petite bibliothèque en face. Il me montre un livre, c'était la thèse de mon père. Il me dit, ce livre m'est indispensable pour comprendre ces populations que j'administre. Parce que les grands administrateurs, comme font les préfets en France, on les fait tourner. Donc ils arrivent dans un endroit qu'en principe ils ne connaissent pas vraiment. Voilà. Donc ça a été renoué avec Emin Tanout. Il y a eu d'autres occasions de renouer avec Emin Tanout. Par exemple en 2007. La seconde fois que j'y suis revenu, c'était en 2005. En 2005, un collègue géographe qui dirigeait ce qui était devenu le centre Jacques Berck, un centre culturel à Rabat, qui porte le nom de mon père, Jacques Berck. Le directeur était un géographe et ils avaient un programme de recherche sur les villes. Et comme moi, à ce moment-là, j'avais mon séminaire sur les villes à l'École des hautes études, il m'avait invité pour donner des conférences. Donc j'ai donné quelques conférences et puis très gentiment, il m'a proposé de me faire visiter un peu. Il dit, je voudrais aller là. Donc on y est retourné, c'était en janvier 2005. Et j'ai revu ces lieux, cette fois-ci pour de bon, accueillis par le Pacha. Cette fois-ci, le Pacha occupant la maison où j'avais passé mon enfance. Donc il nous a très gentiment reçus chez lui. Il nous a fait visiter tout, enfin tout. La soirée a duré un bon moment. On s'est promené aussi dans le jardin.
pu grimper dans les pamplemoussiers pour prendre un pamplemousse, comme je faisais 50 ans, non 60 ans avant. Vous pouvez encore le faire, parce que ce n'est pas des grands arbres. Alors ça, c'était la deuxième fois. Et j'ai pu, en particulier, enfin avec Francine, mon épouse, on était là tous les deux, nous avons pu aller à ce qui est le cœur spirituel de la région, dans la montagne. C'est un sanctuaire, le sanctuaire de Lala Aziza, une sainte. Et il n'y en a pas 36, c'est souvent des saints, mais il y a beaucoup moins de saintes, et surtout qui ont des sanctuaires qui soient le cœur d'une région. Donc c'était comme ça à l'époque, et on y repasse en 2005. On va dans la salle où il y a le tombeau de la Sainte. Oui, en 2005, en janvier 2005, dans la salle où il y a le tombeau de la Sainte. Et mon collègue, parce que moi je ne parle plus arabe, je l'ai un peu parlé quand j'étais enfant, mais je ne parle plus, donc c'est mon collègue qui lui était algérien, qui me traduisait. Et donc on discute avec les gens. Et il y a quelqu'un qui dit Jacques Berck a été l'un des fondateurs du Maroc moderne. Un administrateur français. Voilà, c'est ce genre de rapport qu'il y a eu. Alors j'étais assez impressionné, avec la larme à l'œil, mais j'ai pas honte de dire, parce que de grands hommes auxquels je ne me comparerai pas, par exemple Churchill, il avait facilement la larme à l'œil. On peut être un grand homme et être humain, néanmoins. Bon, enfin, c'était le cas pour des raisons familiales. J'y suis retourné une troisième fois, en 2007, et là, dans de toutes autres conditions. C'est avec une collègue de l'École des hautes études et d'autres collègues. On avait conçu le projet de lancer de jeunes chercheurs sur le terrain où mon père avait fait sa thèse 60 ans avant. Donc le terrain de structure sociale du Haut-Atlas, c'est les Seksawa. Les Seksawa. On y est allé comme ça, on a été reçus comme des princes, vraiment dans le cœur de la montagne. Finalement, on n'a pas pu trouver de candidat. Donc ça s'est fait comme ça. Ça s'est terminé comme ça. Ça, c'était la troisième fois. Et il y a eu une quatrième fois. C'était en 2014, au printemps 2014, avec un collègue géographe, Jacques Lévy, qui tournait une série de films didactiques. Il y a eu 10 films. Un chercheur, un lieu. C'était surtout des géographes. Donc, dans la vie d'un géographe, quels sont les lieux qui ont vraiment compté? En général, c'est l'endroit où on a fait sa thèse. Mais moi, j'ai fait ma thèse au Japon, c'était un peu loin pour les finances du projet. Donc, on s'est rabattu sur le Maroc et on a fait le tournage à Aimin Tanout et dans la montagne. J'oublie de dire que la deuxième fois, en 2005, j'avais été tellement ému de retrouver ces lieux que j'avais dit aux gens qui étaient avec nous, si je peux faire quelque chose pour vous. Et l'occasion se présentait peu après. Peu après, ça c'était en janvier 2005, et à partir du printemps 2005, j'ai passé un an au Japon. Un an au Japon, dans des conditions qui existent dans l'éducation nationale en France. Ça s'appelle délégation. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais votre institution, dans mon cas c'est l'École des hautes études, vous délègue dans une université étrangère et vous avez double salaire. Votre salaire en France et votre salaire de l'université. Alors, j'avais beaucoup d'argent. Et je reçois, c'était au printemps 2005, de gens que je ne connaissais pas, une association, l'association Fulma, pour le développement local. Des Aitmhand, c'est dans la montagne. Donc, ils sont localisés là, les Aitmhand, je reçois ça. Bon,
et ils demandent qu'on les aide donc pour le développement local. Comme je ne les connaissais pas du tout, j'ai demandé l'avis du Pacha qui m'a dit c'est des gens sérieux. Donc je leur ai envoyé de l'argent. Alors pour me remercier, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un point d'eau. Ils ont aménagé un point d'eau et c'est devenu l'adduction d'eau. Il n'y avait pas, hein, c'est en plein cœur de l'Atlas. Un point d'eau Augustin-Berg. Donc d'habitude, il n'y a que les grands hommes qui ont un toponyme comme l'aéroport Charles de Gaulle. Des choses. Moi, j'ai un point d'eau Augustin-Berg. Voilà, c'est dire que j'ai des liens, mais on n'y est pas retourné depuis 2014. Oui, on n'est pas retourné. Ça, c'est la partie de ma vie qui est en fait sur les traces de mon père, de la famille. Il y a eu aussi le Maroc et le Liban. Et ça, pas le Maroc, qu'est-ce que je dis? L'Égypte, 2 ans au Caire, et puis le Liban, qui ont aussi compté, surtout l'Égypte, mais c'est essentiellement le Maroc. Jusqu'à l'âge d'aller au lycée à Paris, à 13 ans, parce qu'à partir de 13 ans, j'étais pensionnaire à Paris. Je ne pouvais plus... Il n'y avait pas les bons lycées par-ci, par-là dans le monde. Donc j'étais pensionnaire à Paris. Et j'allais pour les vacances, je suis allé 2 fois au Liban. Mais ça a été la fin de mes relations avec le monde arabe, du moins des relations directes, ce qui fait que d'abord j'ai oublié la langue. Je me rappelle seulement un ou 2 versets du Coran. Et après ça, tout s'est fait en Asie orientale. Mais ça touche à la partie études. Donc, combien il nous reste de minutes sur ce... Il reste 8 minutes. Bon, j'ai le temps d'en parler. Donc la deuxième partie de ma vie, ça a été l'Extrême-Orient. Ça aurait dû être d'abord la Chine. Je dis un mot tout à l'heure de ce livre que m'avait donné ma grand-mère, sur les traces du Bouddha. J'avais donc entrepris, quand j'ai fini mes études et fini mon service militaire que j'ai fait en Allemagne, parce qu'il y avait encore des troupes françaises en Allemagne à l'époque, j'ai préparé préparé d'aller faire ma thèse au Xinjiang, là où il y a les routes de la soie, puis les montagnes qui me faisaient rêver, le Tian Shan, le Kunlun. Bon. Malheureusement, la grande histoire croise la petite histoire. La révolution culturelle éclate en Chine, en 1966. Et le Xinjiang est devenu région interdite aux étrangers pour une bonne génération, surtout pour un géographe égale espion au moment de la révolution culturelle. Donc c'est devenu totalement impossible. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de bifurquer vers le Japon. Parce que j'avais encore poussé vers l'Est, Drang nach Osten, et puis j'avais quand même passé déjà 4 ans à faire des sinogrammes, 3 ans au Langzhou, et puis encore 1 année à Oxford. Juste avant mon service, j'ai passé 1 an à Oxford. Et j'ai donc décidé de faire ma thèse. Après 2 années passées, que ça a été mon premier travail, mon premier job, comme assistant à l'école des Beaux-Arts. Ça s'appelait encore comme ça à l'époque, côté architecture, en 67, 68 et 68, 69. Alors vous entendez ces années-là, vous savez ce qui s'est passé. L'automne 67, on venait de mettre en place Michel Cochard, un grand architecte, grand urbaniste, qui avait travaillé dans les pays au Maroc, au Liban, en Syrie. Hein. Donc on le connaissait déjà, je connaissais son fils. On l'avait chargé d'organiser pour la première fois des enseignements de sciences humaines et sociales dans les écoles d'architecture. Parce que jusque-là, les architectes apprenaient à faire des maisons, des immeubles, des villes, sans savoir ce qu'on mettait dedans, c'est-à-dire des sociétés humaines.
ne savais pas. Voilà, donc, et Cochard crée cet enseignement et il a recruté quelques jeunes enseignants de sciences humaines et sociales. Et comme je connaissais son fils, on était amis, j'étais un des heureux élus. Voilà, je me retrouve plongé dans ce qui était un enseignement à inventer. Et ça n'existait pas. À inventer. Donc on ne savait pas trop. Alors tout l'automne 67 s'est passé à essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire, comment on va organiser, les économistes, les sociologues, les géographes et tout. Hein. Tout l'automne y passe. Et puis, dès le printemps venu, il y a le mouvement du 22 mars à Nanterre. L'école, enfin pas l'école, c'est l'école des Beaux-Arts, oui. Elle embraye tout de suite, là, les architectes, parce que c'était une période cruciale dans l'architecture en général, pas seulement l'enseignement, parce que c'était le moment où on commençait à remettre en question le mouvement moderne, les dictates du mouvement moderne, le credo du mouvement moderne. Et donc on discutait énormément de qu'est-ce que c'est que l'architecture, qu'est-ce que c'est que l'urbanisme et tout. Et moi qui venais de la géographie, je ne savais pas trop quoi dire. Donc l'école et surtout les étudiants embrayent à fond sur le mouvement qui allait devenir le mouvement de mai. Et du coup, tout le monde se met en grève. Dès le printemps, tout le monde se met en grève. Moi, j'étais tout nouveau, j'étais tout jeune, timide. Et tout. Je suis le mouvement, je n'osais pas dire que je ne comprenais pas pourquoi on se mettait en grève. Donc, on a été en grève. Et on l'était encore. C'est quelque chose c'est une des hontes de ma vie. C'est que on n'a jamais été officiellement, on n'a jamais donné fin à cette grève. One point. Et le deuxième point, c'est qu'on a continué d'être payé durant cette grève. Alors, il ne faudrait pas le dire à la CGT, hein, ces choses-là. Parce que les ouvriers, quand ils font la grève, c'est... Bon. Et l'année suivante venue, l'année 68-69, ça a continué encore le bazar. Alors, il y avait quelques grandes gueules, là, c'est des dantons, qui tenaient le haut du pavé dans la cour des Beaux-Arts. Mais moi, vraiment, donc, j'ai laissé tomber tout ça et je suis parti au Japon.